Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer. Voici les titres de cette édition. Lancement à Conakry de la 4e édition du Salon de l'Emploi. Il va servir de cadre pour le recrutement des compétences au niveau national et faciliter aussi le retour des cadres formés à l'extérieur du pays. Ceci pour rendre compétitive l'administration et nos entreprises. Au niveau de l'éducation, le ministre est en Arabie Saoudite. Guillaume Awing rencontre les autorités saoudiennes pour sceller des partenariats en vue d'améliorer la formation de nos élèves et encadreurs. L'appui du chef de l'État aux femmes pour leur autonomisation connaît des succès. Dans le pays profond afro-caribéen, l'évaluation des activités de ces groupements rassure les autorités. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ces décrets. Décret D 2023-0059 PRG-CNRD SGG portant promulgation de la loi L 2022-0017 CNT du 9 décembre 2022. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRG-CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021, vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité décrète. Article 1er. Est promulguée la loi L 2022-0017 CNT du 9 décembre 2022 portant statut des fonctionnaires des collectivités locales en République de Guinée. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0060 PRG-CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère du Commerce, de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Madame Siremou Keyansane, précédemment directrice générale de Suris Consulting Guinée, est nommée conseillère chargée des questions commerciales et de la qualité. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2023-0061 PRG-CNRD SGG portant nomination de haut cadre au ministère des Infrastructures et des Travaux publics. Le président de la transition, vu la charte de la transition, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Conseiller principal, M. Blaise Tongassé Doré, ingénieur génie civil, conseiller à la primature. Conseiller juridique, M. Alseni Koulibaly, juriste assistant au cabinet du ministère du Budget. Conseiller technique chargé des infrastructures et des travaux publics, M. Sakosa Touré, ingénieur génie civil en service à l'École nationale des arts et métiers ENAM. Conseiller technique chargé de la planification et du suivi-évaluation, M. Amadou Diallo, administrateur civil, consultant au bureau de suivi des priorités présidentielles. Conseiller chargé de mission, M. Moriou Bassano, spécialiste en management de la chaîne logistique. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature
et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 25 février 2023, signé colonel Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité à Conakry, les travaux du Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat viennent d'être lancés pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes du pays. Cette 4e édition se déroule autour du recrutement des compétences pour booster le développement durable. Reportage Aboubakar Diaby. Après tant d'années d'arrêt des activités, le Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat vient d'être relancé. Un rendez-vous majeur qui regroupe plusieurs membres du gouvernement, chefs d'entreprise et partenaires techniques et financiers. Pour cette 4e édition, les initiateurs n'ont qu'un seul objectif, faciliter le retour des Guinéens de l'étranger. Une manière de mettre à la disposition de l'État guinéen des compétences fiables, porteuses de projets susceptibles de contribuer au développement socio-économique du pays. Nous, on va travailler avec la GIP pour pouvoir proposer des meilleurs services, encore un espace encore plus adapté et beaucoup plus évolué que ce qu'on a eu à faire par le passé. Il n'y a pas un cas spécifique, c'est vrai que cette initiative vient de la JGF, mais comme l'a recommandé M. le ministre tout à l'heure, on ne va pas se limiter qu'à Paris et aux pays voisins. On va se déployer également dans tous les 4 coins du monde où il y a une forte communauté guinéenne. Ici, les données sur les Guinéens souhaitant poursuivre leur carrière professionnelle au pays sont présentées. Une opportunité pour les entreprises d'acquérir des main-d'œuvre qualifiées, capables de faire bouger les lignes. Le salon va justement mettre en exergue les talents guinéens qui vivent à l'étranger et puis les mettre en contact avec notre économie, surtout les acteurs de l'emploi. Mais également permettre aux entreprises françaises de parler aux entreprises guinéennes et pourquoi pas d'aller en joint venture sur des activités en Guinée. C'est ça peut-être la nouveauté. Je me réjouis parce que ça permet de mettre en contact les jeunes qui recherchent bien évidemment de l'emploi, mais également les professionnels des entreprises qui cherchent aussi de la main-d'œuvre qualifiée. Donc en tant que chef de gouvernement, je ne peux vous soutenir. La porte de la primature est largement ouverte pour vous et vous pouvez compter sur notre gouvernement pour, à travers ce salon, pour vous appuyer à mettre en relation les jeunes diplômés et également les entreprises qui veulent bien avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Depuis sa création en 1997, l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, AGIP, ne cesse d'œuvrer pour valoriser le talent des jeunes du pays. Comme toujours, cet établissement public et ses partenaires se penchent sur la promotion des compétences pour promouvoir l'employabilité des jeunes. Restons dans le même siège pour dire qu'une vingtaine d'entrepreneurs font leur remise à niveau pour qualifier leurs projets. Ils apprennent des techniques pour réussir dans leur activité. Reportage Makeme Donzo. Ils sont tous entrepreneurs qui excellent déjà dans des domaines différents. Pour obtenir un résultat meilleur dans leurs projets, ils répondent à tous les appels qui peuvent contribuer à l'efficacité de leur programme. Avec le cabinet Joël K Performance, ils font une remise à niveau managérial pour un développement durable. On a discuté un peu des 7 attitudes qu'un leader doit avoir et on se rend compte très facilement que même si tous les jours on a une équipe autour de nous, on travaille, mais qu'on peut être plus efficace en fait. Et je pense que Joël K Performance peut nous aider à être plus efficace. Ils ont des programmes de formation assez intéressants et après la session d'aujourd'hui, je vais définitivement m'inscrire pour en apprendre beaucoup plus. Le rôle de leadership aussi dont il était question est très important pour quelqu'un qui veut bien diriger son entreprise. On nous a appris qu'il faut apprendre à faire confiance aux autres et vraiment à essayer de se perfectionner parce que chaque jour que Dieu fait, des modèles de développement d'entreprise se font. En partenariat avec HITOS, le cabinet Joël K a déjà fait ses preuves dans la sous-région. En Guinée, il compte aussi participer à l'amélioration du leadership des entrepreneurs.
L'objectif visé de notre cabinet, c'est d'être un partenaire privilégié des entreprises, des PME de la place pour les accompagner dans le développement de leurs équipes, dans leur même développement personnel, à vous rendre beaucoup plus efficace et à rendre vos équipes beaucoup plus efficaces. Pour accompagner des entrepreneurs dans le développement durable par la vulgarisation des compétences en leadership, un cours complet est dispensé sur des bonnes pratiques de gestion des projets et du personnel. Renforcement de capacité des travailleurs de la RTG, reporters, techniciens et animateurs d'émissions suivent actuellement une formation, ceci pour cerner quelques notions liées au numérique. Compte rendu Aïssata Marshall. Ils sont cadreurs, journalistes, présentateurs, réalisateurs et monteurs vidéo à prendre part à cette session de formation sur le thème « Processus de production du journal télévisé l'ère du numérique ». L'initiative vient du ministère de l'Information et de la Communication à l'effet d'assurer une meilleure transition de l'analogie au numérique. La chaîne nationale a décidé de passer analogique au numérique. Donc il fallait bien vraiment donner les rudiments pour pouvoir s'adapter aux équipements numériques qui viennent d'arriver, parce que c'est des équipements performants. Donc il fallait recycler un peu nos amis, les techniciens, les réalisateurs. Donner maintenant, puisqu'il y a un nouveau plateau qui est pensé, et aussi amener les présentateurs comment il faut s'adapter à cet environnement nouveau qui va changer maintenant le coût du JT. Au nom de Madame la ministre, le directeur du centre de formation du ministère a indiqué que cet esprit va en droite ligne avec la politique du président de la transition qui accorde du crédit à la qualification des cadres. Cette formation trouve toute sa justification dans le contexte actuel de la détermination du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de faire de l'excellence le critère de choix dans la nouvelle gouvernance du CNRD. Et la ministre de l'Information et de la Communication s'est inscrite dans cette dynamique et on est conscient et convaincu que la formation est le passage obligé de la professionnalisation des médias publics et privés. Les participants se sont réjouis de la qualité des débats et s'impatientent pour la suite. Le comité de crise du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger se concerte sur le cas des Guinéens vivant en Turquie et en Tunisie. Des solutions sont trouvées pour venir en aide aux compatriotes vivant dans ces deux pays. Compte rendu Makeme Dozo. Une réunion de crise pour évaluer la situation en Tunisie et en Turquie. Deux pays qui connaissent des sorts différents, mettant en danger des étrangers. Les derniers propos hostiles aux immigrés des plus hautes autorités tunisiennes ont provoqué une situation d'insécurité pour les ressortissants de l'Afrique subsaharienne. C'est pour prendre les premières mesures que le ministre guinéen des Affaires étrangères a convoqué une réunion de crise pour annoncer des mesures. La première chose que je fais, c'est de lancer cet appel à notre pays, à notre population, à notre peuple, au nom du chef de l'État, pour qu'on garde le calme, que personne ne touche à un ressortissant tunisien en Guinée. Ils sont sur la terre panafricaine de Guinée. Aussi longtemps qu'ils seront en règle avec les lois guinéennes, ils sont chez eux. Deuxièmement, la Guinée se prend en charge parce qu'il n'y a rien sur le plan sous-régional et sur le plan régional. C'est le lieu de le dire. On est prompt à se réunir pour punir les pays, mais on ne se réunit jamais pour venir au secours aux subsahariens. Nous avons décidé, au nom du chef de l'État, au nom du Premier ministre et du gouvernement, nous avons décidé d'affecter un montant pour les deux, un montant symbolique de $200 000 qui vont être répartis entre les sinistrés des deux pays, c'est-à-dire la Tunisie et la Turquie. Quelques jours plus tôt, une autre situation est survenue en Turquie, un séisme qui a entraîné des milliers de morts. Si des compatriotes vivant dans ce pays ne sont pas directement touchés, le chef de la diplomatie guinéenne estime qu'une prise en charge et un éventuel retour volontaire pourraient être envisagés. Nous avons donné des instructions claires et fermes à nos représentations diplomatiques. Malheureusement, en Tunisie, on n'a rien. Nous n'avons pas d'ambassade là-bas, nous n'avons pas de consulat.
nous allons proposer aux Guinéens qui veulent rentrer des services. Parce que j'ai pu parler personnellement avec beaucoup d'entre eux, ils ne veulent pas. Ils veulent recevoir de l'argent et rester là-bas. Il y a un appel important que je leur lance aussi. Il faut prendre soin de vous. Ne vous promenez pas parce qu'il y a une menace réelle sur vous. Aussi longtemps que vous pouvez vous cloîtrer quelque part, nous allons vous chercher. L'ambassade va se mettre en contact avec vous. Et le représentant qui est venu maintenant en Tunisie. Nous allons vous rechercher, vous proposer nos services, vous protéger. S'il vous plaît, Guinéennes, Guinéens vivant en Tunisie, soyez calmes, soyez prudents, ne prenez aucun risque. Cette situation en Tunisie a été condamnée par la majorité des pays subsahariens. Côté guinéen, une enveloppe symbolique de 200 000 $ est débloquée pour régler les premières urgences. Dans le cadre de la poursuite des activités de la cellule de crise créée au sein du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger pour la gestion des crises auxquelles nos compatriotes établis à l'étranger sont confrontés. Une autre réunion s'est tenue ce samedi 25 février 2023 sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Le ministère s'est réjoui tout d'abord du fait qu'on n'ait enregistré aucun décès de nos compatriotes dans les deux pays. L'ordre du jour était essentiellement consacré à la poursuite des actions en faveur de nos compatriotes en difficulté en Turquie et en Tunisie. Il a été décidé ce qui suit. Turquie. Poursuivre l'enregistrement de nos compatriotes en difficulté, vivre, hébergement, santé et autres. L'envoi d'un montant symbolique de 50 000 $ à titre d'assistance. L'appui à la poursuite du cursus universitaire en faveur des étudiants concernés en relation avec le gouvernement turc. Tunisie. Poursuivre le processus d'identification de nos compatriotes vivant en Tunisie en situation régulière, irrégulière, en rétention et en détention. Rapatrier nos compatriotes qui le désirent. L'envoi d'un montant symbolique de 150 000 $ à titre d'assistance. Il est demandé à tous nos compatriotes vivant en Tunisie de limiter au maximum leurs déplacements et d'appeler au numéro plus 216 993 684 91 sur WhatsApp au besoin. Son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, exprime sa profonde gratitude à Son Excellence, Colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership et son soutien constant en faveur de nos compatriotes établis à l'étranger. De même, il remercie Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement pour son appui et la mobilisation du gouvernement. Enfin, il exhorte nos compatriotes vivant en Guinée et à l'étranger à consolider l'esprit panafricain et à faire preuve d'hospitalité habituelle en faveur de tous, en faveur de tous les ressortissants africains en général et les Tunisiens en particulier. Fait à Conakry le 25 février 2023, signé le ministre Dr Maurice Sanda Kouyaté. Justice vers le recrutement de 100 élèves greffiers. Déjà près de 1800 candidats compétissent. Ce concours initié par le gouvernement de la transition vient résoudre le manque de personnel judiciaire dû à son vieillissement et le départ à la retraite ces dernières années de plusieurs cadres dans ce département. Thierno Younoussaba. Comme pour les auditeurs de justice, 100 élèves greffiers seront recrutés. Il s'agit de combler le déficit de personnel dans les services de greffe des cours et tribunaux du pays. Ce samedi, plus de 1700 candidats ont rallié le lycée Kipié pour passer le concours. Pour cette première journée, ils seront évalués en culture générale. Dans les salles, les candidats semblent sereins. Ce sujet, je compte l'aborder en citant les institutions de l'Ouada
Je vais l'aborder en deux plans comme en dissertation juridique. Souvent on nous demande si on nous donne sur tel sujet. Il faut toujours passer par la dissertation juridique. Le personnel de greffe est frappé par un vieillissement. Ces recrutements visent donc à insuffler du sang neuf en vue d'améliorer le service public de la justice. Vous serez amenés à préparer les actes de procédure, à les authentifier, à les délivrer suivant les délais légaux. Vous comprenez alors l'enjeu de ce concours pour vous-même, pour l'appareil judiciaire et pour les justiciables, car la finalité est de juger de votre aptitude intellectuelle et morale qui démontreront votre admissibilité à la profession de greffier. Le capital humain, il est extrêmement important. Je pense que c'est les efforts-là que le ministère de la Justice est en train de déployer aujourd'hui pour faire, si vous voulez, pour résorber la crise en quelque sorte. À l'image des magistrats, les candidats retenus à l'issue de ce concours écrit seront soumis à un test oral. Pour ce faire, un jury composé des professionnels du droit mobilisés. Aujourd'hui, nous allons voir les épreuves de culture générale et demain dimanche, nous aurons deux épreuves, la procédure pénale et la procédure civile. Cette phase-là s'appelle l'admissibilité. Les candidats qui seront admis à cette phase-là vont passer la seconde phase qu'on appelle phase d'admission. Pour cette politique du gouvernement à renouveler le personnel judiciaire intervient après le départ à la retraite ces 2 dernières années des magistrats et greffiers dans les cours et tribunaux du pays. Dans l'actualité encore, la pharmacie centrale de Guinée vient de mettre une importante quantité de médicaments à la disposition du ministère de la Santé. Le lot est destiné aux différentes formations sanitaires publiques et privées du pays. Reportage Adiatou Bari. La fermeture des marchés illicites de vente de faux médicaments, les regards sont tournés vers la pharmacie centrale de Guinée en matière de disponibilité des produits de santé. La centrale pharmaceutique retrousse donc ses manches pour assurer cette mission. En témoigne ce nouveau dépotage de 22 conteneurs de produits pharmaceutiques afin d'approvisionner les centres hospitaliers publics et privés de la Guinée. À date, les produits sont disponibles dans les structures sanitaires parce que nous avons l'appui sans faille de ces autorités-là qui ne ménagent aucun effort pour que la centrale d'achat puisse jouer pleinement ce rôle-là. Sur le plan d'approvisionnement en médicaments essentiels des structures sanitaires, la PCG est à 87% de taux de disponibilité. Pour accroître ce taux, la centrale mise sur l'identification des besoins de consommation en produits pharmaceutiques de l'ensemble des structures sanitaires. Cette stratégie vise à éviter en grande partie la rupture de médicaments. L'année passée, on était à un nombre important de produits qu'on en est disponibles et cette année, nous avons élargi notre gamme pour enfin permettre à ce qu'on puisse couvrir toute la pyramide sanitaire en matière de produits pharmaceutiques et que la paisible population puisse avoir les soins adéquats qu'il faut en matière de consommation de produits. Unique centrale pharmaceutique publique de l'État, la PCG est chargée de l'achat, du stockage et de la distribution des produits de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du pays. Environnement, avec ce constat alarmant, Conakry et même ses environs disposent de moins en moins d'espaces naturels. Les forêts de la capitale reculent et disparaissent même par endroits. Le ministère de l'Environnement veut stopper l'agression et entend également récupérer ces forêts perdues et les viabiliser. Reportage Mamadou Alpha Baldé. De 6 000 hectares en 1944, la forêt de Anta couvre à peine 8 hectares de nos jours. Un état de fait qui témoigne de la situation des forêts urbaines et périurbaines de la capitale. Partout, les espaces verts sont envahis, morcelés et occupés par des illégaux. Que toute occupation dans cette zone de Conakry doit être précédée par un déclassement, par un décret. Et malheureusement pour les gens qui y sont, qu'on a observé sur le terrain, il n'y a jamais eu de décret de déclassement comme tel. À Anta, Dabompa ou Kakimbo, les réalités sont pareilles. Je trouve que ce sera très déplorable dans la mesure où cette forêt est complètement envahie. Vous savez, les forêts périurbaines, c'est les poumons des villes. Et ces forêts-là
ont un rôle écosystémique très élevé, notamment dans la lutte contre la dégradation des sols, la séquestration du carbone et évidemment pour aussi protéger les nappes phréatiques. Nous avons 3 forêts périurbaines à Conakry que nous cherchons à récupérer, à sécuriser et à valoriser. Déjà, un plan d'aménagement pour rendre attractifs ces espaces est envisagé. Le Fonds de l'environnement et du capital naturel entend financer les travaux. Ça va démarrer dans les plus brefs délais. Il y a un programme qu'on a commencé déjà à mûrir dans les 2 ou 3 mois qui viennent. Les chantiers seront lancés sur cette forêt-là. Après le marquage de tous ces encombrants, le ministère de l'Environnement promet de récupérer dans les meilleurs délais et de restaurer ces poumons verts aux avantages écologiques multiples. Sauver donc ce qui reste de nos forêts, entre autres mesures pour lutter contre les changements climatiques. Le Comité national se concerte à cet effet. Il s'agit d'établir une coordination dans la réalisation des politiques nationales de développement, ceci en tenant compte de la problématique. Reportage Al-Gassimoba. De nos jours, la problématique des changements climatiques est unanimement reconnue comme un enjeu majeur au niveau mondial. La Guinée est directement concernée. Pour une meilleure coordination dans la lutte contre le phénomène, les acteurs se concertent en vue de mettre en place une synergie d'action entre membres du Comité national sur les changements climatiques. Aujourd'hui, un grand problème au niveau de l'adaptation au changement climatique, c'est vraiment coordonner les efforts pour que les résultats soient plus palpables. Donc nous allons travailler sur les documents, donc on verra leur plan d'action, on verra aussi même leur mandat et leur façon de fonctionner. Cette concertation résulte de la volonté de tout un chacun d'œuvrer efficacement à la lutte contre les changements climatiques. C'est ce comité-là qui va suivre la mise en œuvre de ce plan national d'adaptation au changement climatique. Ce plan-là doit aboutir à des projets et des programmes de mise en œuvre de lutte contre les changements climatiques, puisque en Guinée, c'est l'adaptation qui est une priorité. PNUD se réjouit de se mettre en rapport avec la Guinée, tout comme les autres documents de politique et de stratégie pour la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de changement climatique. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui à la réalisation des politiques nationales de développement, mais aussi du renforcement des capacités d'adaptation et de planification climatique en Guinée. Il est financé par le Fonds vert climat et exécuté par le PNUD. Parlons aussi du renouveau dans l'orpaillage. Dans la savane guinéenne, le recensement des acteurs se poursuit. Il s'agit de rendre ce secteur rentable et respectueux de l'environnement. L'étape de Kouroussa avec Toumani Sira Diallo et Diamokaba. Kouroussa, une ville historique pleine de légendes. Sur les berges du fleuve Niger, le berceau du Dundumba possède de l'or, un trésor enfoui sous les vagues. La survie de nombreuses familles dépend de ce métal précieux et les plongées ne faiblissent pas, même les jours de mauvais temps. Aujourd'hui, de nouvelles dynamiques sont explorées pour assainir le milieu et réguler la ruée vers l'or. Nous avons réussi à détecter tout ce qui n'était pas dans les règles et que nous les avons fait quitter de Kouroussa. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez essayer de voir si ce n'est pas les sociétés, peut-être semi-industrielles ou industrielles, vous n'allez pas trouver une seule machine dans le cadre d'orpaillage sur l'exploitation artisanale. Nous voulons maintenant que l'État prenne ses responsabilités pour venir en aide de cette communauté de la base. Ce renouveau du secteur aurifère est basé sur le recensement des acteurs. Il est initié pour corriger des insuffisances au sein de la corporation. Ce recensement, au fait, a un grand atout sur la société, surtout sur les jeunes orpailleurs de la Guinée, car ça nous mène pour le développement du pays. On a reçu à recenser 147 personnes pour le moment, volontairement de toutes catégories confondues. Donc ce recensement, je crois, ça a été une réussite. On n'a pas eu tellement de problèmes. Nous avons sillonné des sous-préfectures de districts. Nous avons rassemblé toutes les données et on a compilé pour permettre à Kouroussa, aux opérateurs d'être assistés par l'État guinéen. La nouvelle mesure vient soutenir la politique de suivi
enclenchée par les autorités de la transition. La réussite de ce combat commun pourrait également favoriser l'émergence progressive des méthodes innovantes d'exploitation. Je vous annonçais aussi dans les titres depuis hier vendredi, le ministre de l'enseignement préuniversitaire est en visite de travail en Arabie Saoudite. Il va rencontrer les autorités saoudiennes pour d'éventuels partenariats. Déjà cet après-midi, la délégation du ministre a visité une école où évoluent des Guinéens. Compte rendu, Abdul Aziz Baldé, envoyé spécial. À Riyad, la capitale saoudienne, le ministre Guillaume Awing et sa suite entament un véritable marathon. La visite de l'école guinéenne internationale de Riyad constitue la première étape de ce long périple. Créée depuis 1992, cette école encadre les enfants guinéens, mais aussi d'autres nationalités. Aujourd'hui, son état inquiète, d'où cet appel. Ici, en Arabie Saoudite, avec cette école, les familles sont en train de se séparer. Parce que les gens prennent leurs enfants pour envoyer au pays pour pouvoir bénéficier de l'éducation. Alors que si l'école a marché normalement, c'est ici que ces enfants-là devaient étudier auprès de leurs parents. Au niveau des élèves, je vois que leur niveau est comme tous les élèves francophones, c'est le même niveau. Sauf qu'il y a un manque de moyens. Ici, c'est le meilleur qui gagne. Si on révise bien, on aura de bonnes notes. Avec 102 élèves au total, ces Guinéens apprennent ici le français, l'arabe et l'anglais avec des programmes conformes. C'est la première fois qu'un ministre de la République met les pieds ici. C'est tout à fait normal. Cela ressort de notre mission, de notre compétence. L'école guinéenne, c'est quoi? C'est à l'intérieur du pays, c'est dans la capitale, mais aussi c'est à l'extérieur. Et le président de la transition, le chef de l'État, c'est cette mission qu'il nous a donnée. Donc quand nous sommes dans un pays, toutes les écoles guinéennes qui sont dans ce pays, il est de notre devoir de partir, de les fréquenter pour nous rassurer de ce qui se passe dans ces différentes écoles. Autre activité inscrite dans l'agenda du ministre de l'enseignement préuniversitaire, ces échanges avec des Guinéens vivant à Riyad. Dans les débats, les actions du CNRD sont magnifiées pour plus d'adhésion au vaste programme de réforme afin d'ouvrir la voie de l'émergence socio-économique de la Guinée. Gloire à Dieu. Nous sommes vraiment contents de voir ce ministre aujourd'hui. C'est la première fois de le rencontrer en face. Mais souvent, on voit son travail à la télé. À travers lui, nous remercions tous les membres du gouvernement pour les réformes engagées et nous continuons toujours à prier pour eux. Des prières et des bénédictions ont été dites pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Autre étape cruciale de cette mission dans la péninsule arabique, l'offensive vers les autorités saoudiennes pour d'éventuels partenariats pour l'essor du système éducatif. Formation toujours, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel en partenariat avec Integra vient d'initier des jeunes à l'encadrement des pépinières, un secteur où de nombreuses possibilités d'insertion sont constatées de nos jours. Reportage Tierno Ousmane Diallo. C'est une expérience promoteuse, susciter la passion pour les métiers verts auprès des jeunes et des populations déscolarisées afin de faciliter leur insertion dans la vie active. Le ministère en charge de l'enseignement technique à travers l'ONFPP, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel s'y engage. À Dabouya, à une dizaine de kilomètres de Kindiaville, ces pépiniéristes sortent tout droit de 3 mois de formation pratique pour s'offrir des chances de réussite. J'ai compris comment réussir à développer une pépinière. C'est vraiment intéressant car j'ignorais les avantages de ce métier. Des fois, les rejets qui sortent de l'ananas peuvent manquer. Donc on a observé que par rapport aussi aux sources, on peut obtenir des rejets. Donc on a introduit ça là aussi dans la formation. Avec l'actualité sur les questions climatiques et les opportunités d'insertion qui se créent dans l'agroécologie, l'ONFPP, avec le soutien d'Integra, compte jouer sa partition pour aider les jeunes à développer les compétences dans ce secteur d'emploi aux multiples enjeux. Nous sommes convaincus que quelqu'un qui est bien formé en pépinière peut rapidement se prendre en charge. Et
Il n'a pas forcément besoin d'une grande entreprise agricole. Il peut entreprendre la culture, faire sa pépinière autour de son habitation et vendre ce produit. Nous avons décidé de mener 3 activités qui sont la multiplication du raisin à travers les chouches. Et puis encore, nous avons jugé nécessaire d'entamer le technique de greffage. Après leur formation, ces pépiniéristes vont bénéficier d'un suivi et d'un accompagnement avec l'ONFPP. Pour eux, c'est une autre aventure qui démarre dans la protection de l'environnement et la promotion de l'agroécologie. Et puis l'ONG Promo Guinée a décidé de soutenir les élèves intelligents et méritants des collèges publics de la capitale. Depuis 2006, elle offre des bourses d'études à 6 des 20 premiers admis au BEPC venant des écoles publiques en prenant en charge leurs études tout le long du lycée. Makale Souma. Créée depuis 2006, Promo Guinée est une ONG qui vient en aide aux enfants les plus intelligents et méritants des collèges de la capitale Conakry, admis au BEPC en leur offrant des bourses d'études pour le lycée. Un processus de recrutement est mis en place pour mener à bien le projet qui a pour but la recherche de l'excellence. Nous nous sommes demandé qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre pays. Et aujourd'hui, nous savons que l'éducation est l'une des choses les plus importantes qu'il faille améliorer dans notre pays. Alors nous nous sommes inscrits dans cette lignée-là. Quand les résultats du brevet sortent pour la région de Conakry, nous présélectionnons les 20 premiers élèves venant des écoles publiques. Après cette première présélection, il y a une enquête sociale qui est faite, c'est-à-dire qu'on passe dans chacune des 20 familles pour constater effectivement les conditions dans lesquelles ces enfants-là vivent. À l'issue de cette enquête sociale, 12 sont encore présélectionnés pour passer le test à la Seine-Marie. Et à l'issue de ce test, 6 sont retenus comme étant boursiers de l'association pendant tout le cursus du lycée. L'institution Sainte-Marie des Frères du Sacré-Cœur est l'un des principaux partenaires de Promo Guinée dans ce programme éducatif. Sainte-Marie, une école au sein de laquelle la majeure partie des membres de l'ONG Promo Guinée ont étudié. Le programme mis en place est novateur. Nous avons salué cette initiative et nous avons trouvé justement que ces élèves qui viennent par Promo Guinée sont effectivement parmi les meilleurs. Pour cette année scolaire, de nouveaux boursiers ont fait leur entrée. Le changement de milieu scolaire est très difficile au départ, mais plusieurs ont réussi à s'adapter. C'est le cas de Youssouf Kamara en classe de 11e sciences mathématiques qui a obtenu son premier tableau d'honneur. Il s'est classé premier de sa classe lors du premier module de l'année scolaire avec une moyenne de 17,25. La meilleure moyenne du lycée pour ce premier module. Le début a été un peu compliqué, j'ai dû m'adapter à la nouvelle administration de l'école. Parce que d'habitude, on finissait les cours à 14h. Et là, je viens dans une école, on finit les cours à 15h45. Ayant constaté qu'il n'y avait pas assez de filles parmi les boursiers, un projet annexe est initié par Promo Guinée. Il est intitulé « Filles d'élite ». Il est mis en marche pour détecter des filles intelligentes dans certains collèges de la capitale afin de les coacher de la 8e à la 10e année. Les anciens boursiers de Promo sont cooptés comme enseignants répétiteurs pour ces collégiennes afin qu'elles puissent avoir le niveau requis pour passer et obtenir le BEPC avec un meilleur classement. L'ONG a apporté un de plus parce que depuis la 8e année jusqu'à nos jours, l'encadrement continue et nous voyons quelque chose de positif sur la fille. Donc c'est quelque chose qu'on a salué à plus d'un titre. Oui, ça a beaucoup changé le niveau d'études quand même, mon programme d'études, et j'ai appris à me planifier. Après 17 ans d'existence et 70 boursiers soutenus, la fierté est le principal sentiment que tire Promo Guinée de ce projet. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes boursiers ont terminé leurs études et travaillent aussi bien en Guinée qu'à l'extérieur. Les perspectives de l'association sont l'agrandissement du nombre de boursiers par an et la construction d'une bibliothèque pour les enfants de Guinée.
Autre fait marquant de cette édition, à Mamou, les acteurs de développement à la base bénéficient de nouvelles connaissances sur la vulgarisation des 45 recommandations des Assises nationales. Objectif, amener les populations à une réconciliation. La synthèse des travaux avec Mamadou Patebalde. À Dalaba, les acteurs se mobilisent pour la vulgarisation des 45 recommandations issues des Assises nationales. Objectif, s'approprier du contenu de ces recommandations. Nous devrions vulgariser, informer nos proches, nos parents, nos enfants, nos voisins, nos conjoints, tout le monde du contenu de ces recommandations et continuer à suivre le gouvernement de la transition dans sa démarche de mise en œuvre de ces recommandations. Le souci du gouvernement de la transition à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, est de rassembler tous les Guinéens autour d'un idéal commun pour la refondation de notre État. J'apprécie à sa juste valeur le contenu de ces recommandations. Elles viennent à point nommé. Avec l'appui de toute la Guinée et de ses populations, le CNRD parviendra sûrement et de façon objective à la réconciliation nationale. À l'ouverture des travaux, le préfet de Dalaba a salué cette initiative du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pour vision de rassembler tous les Guinéens afin d'amorcer un véritable développement socio-économique pour le bien-être des populations. J'en appelle donc à l'implication de tous les acteurs socio-professionnels, les cadres et les leaders religieux de la vulgarisation de cet important document de synthèse. Dans le souci de permettre aux acteurs de jouer pleinement leur rôle, les missionnaires du Sénat ont expliqué largement le contenu de ces 45 recommandations retenues. L'appui aux femmes, une priorité des autorités de la transition. 6 groupements évoluant dans diverses activités dans la préfecture de Forêt-Karia ont bénéficié d'un accompagnement du président de la transition d'un montant de 300 millions de francs guinéens. 7 mois après, les autorités sont sur le terrain pour évaluer le niveau d'avancement des activités entreprises par ces femmes. Reportage Sidiki Sissé, Moussa Bangoura. 7 mois après l'obtention du financement du président de la transition pour soutenir les groupements de femmes du pays, ici à Forêt-Karia, l'heure est à l'évaluation de ces femmes entrepreneurs qui ont bénéficié de ces fonds. La responsable de la promotion féminine de la préfecture est sur le terrain pour comprendre les différentes activités entreprises par ces femmes leaders. Au niveau de la préfecture de Forêt-Karia, le chef de l'État a mis à la disposition de 6 de nos groupements 300 millions de francs guinéens, soit 50 millions par groupement, ce qui nous va droit au cœur. De remercier le président de la République d'accompagner les femmes sur le terrain. Comme c'est une activité, il faut l'accompagnement. Sur ce, j'ai demandé à la femme aussi, l'argent qu'ils ont reçu, de ne pas gaspiller, d'investir sur le terrain, de prendre ça à bras de corps. À Forêt-Karia, 6 groupements de femmes évoluent dans la culture de l'ananas, le maraîchage, la teinture, la saponification et dans la transformation des produits alimentaires. Nous avons commencé par la culture du maïs et la culture du gombo qu'on a déjà évalué. Même vous voyez la végétation du riz, c'est quelque chose qui n'est pas à cacher. Nous remercions très sincèrement le président de la République, le président Mamadi Doumbouya, de cette assistance qu'il n'a cessé de faire aux femmes rurales. À cette allure, ces femmes veulent aller plus loin, dans le but de lutter contre l'insécurité alimentaire. Elles plaident pour l'aménagement des domaines agricoles, l'obtention des outillages et des magasins de stockage. La journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines vient d'être célébrée en différé à Bokeh. L'occasion est mise à profit par les autorités administratives et les partenaires comme l'UNICEF de sensibiliser les mères de famille sur les conséquences de la pratique sur la santé de la femme. Ensemble, ils comptent mener un combat commun pour éradiquer les MGF dans cette zone minière du pays. Reportage Younous Atavel Kamara.
La célébration de la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines mobilise dans cette salle jeunes filles, mères et certains acteurs socio-professionnels de la préfecture de Bokeh. Il s'agit pour eux d'écouter les messages axés sur les conséquences néfastes de ces pratiques sur la santé des femmes. Les violences faites aux femmes et aux filles sont devenues une préoccupation mondiale au regard de leur ampleur. Notre pays se trouve malheureusement confronté à ce fléau au regard des statistiques récentes de l'enquête démographique et de santé de 2018. Plusieurs actions sont en cours dans les communautés avec l'appui de l'UNICEF pour sensibiliser les parents afin d'abandonner la pratique. Il est possible d'éliminer cette pratique néfaste traditionnelle grâce à des partenaires durables avec le soutien des hommes et des garçons. Leur voix et leur action peuvent transformer des normes sociales et déjà profondément enracinées, permettant aux filles et aux femmes de réaliser leurs droits et leur potentiel en termes de santé, d'éducation, de revenus et d'égalité. Désormais, c'est une croisade qui est lancée par tous les acteurs pour mettre fin aux mutilations génitales féminines à Kakandé. L'amélioration et l'accessibilité des personnes porteuses de handicap au service de santé sexuelle et reproductive se poursuit. Plusieurs prestataires de services de santé bénéficient dans ce sens des modules de formation. C'est une contribution de l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée et ses partenaires. Reportage Marouane Kamara. Pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de santé sexuelle et reproductive en Guinée, une session de formation des prestataires de services de santé venus des différentes structures sanitaires est organisée. L'initiative vient de l'Organisation de secours aux handicapés de Guinée et son partenaire financier Fonds Panénutigri. Partons auprès des personnes vulnérables qui sont des handicapés. Ils nous font comprendre que ces structures sanitaires-là, ils ne sont pas bien accueillis. C'est à travers ça maintenant que Hoche Guinée, à travers son partenaire, a mis en place une formation de renforcement des capacités des prestataires de services de santé venant des zones cibles du projet. J'interpelle l'État, mais aussi les partenaires techniques et financiers à nous accorder encore beaucoup plus de fonds pour toucher beaucoup de prestataires de services de santé. L'Organisation de secours aux handicapés de Guinée et son partenaire tiennent à la nécessité d'adapter les réponses apportées aux besoins sensuels et sexuels des personnes en situation de handicap en prenant en compte leurs multiples spécificités. Pendant ces 2 jours, on a enseigné les modules sur l'APF et on a fait une présentation sur la santé de la reproduction et le droit des personnes vivant avec l'handicap en santé sexuelle. Nous prenons conscience et nous repartons avec une ferme détermination afin d'améliorer l'accès à des soins dignes, respectueux des droits des personnes handicapées en Guinée. L'ambition affichée par les deux structures est de créer une société inclusive et participative où les personnes porteuses de handicap peuvent jouir librement de leurs droits. Sport dans ce journal du 7 au 11 mars 2023, la capitale du Costa Rica va accueillir le trophée Challenge international de handball junior qui regroupera les 5 continents. L'équipe de la Guinée sera la représentante de l'Afrique à ce rendez-vous sud-américain. Les juniors guinéens ont quitté Conakry cet après-midi. Bintia Kondé. 19 handballeurs guinéens pour représenter tout le continent au rendez-vous mondial de handball au Costa Rica. Ils seront 5 pays de différentes zones qui vont s'affronter pour le trophée intercontinental de handball en catégorie junior. Le Sili Junior, après quelques semaines de préparation ici à Conakry, s'est envolé cet après-midi pour le Brésil, histoire de s'acclimater avant de rentrer de plein pied dans la compétition. L'entame, il faut que je remercie l'État guinéen pour tous les efforts consentis pour cette formation. Depuis le début de cette aventure, commencé par au niveau du challenge trophée de la zone D, le challenge continental jusqu'au challenge intercontinental. Vraiment, on ne peut pas passer sur silence sans évoquer cet effort consenti par le ministère des Sports. L'équipe guinéenne se dit déterminée à représenter fièrement le handball africain. C'est une équipe locale, c'est une équipe jeune qu'on a eue depuis
plusieurs années. Ils sont ensemble, c'est une équipe qui sont vraiment compétitive. Vraiment, moi, je suis très ravi de cette équipe qui m'a honoré 2 fois. Et nous partons encore pour une 3e compétition. Ils sont engagés, ils sont déterminés. Comme ils nous connaissent déjà par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, on les promet encore joie et fierté. Nous allons représenter dignement le pays et on vous promet quelque chose, la coupe ou rien. Comme on le voit, le handball guinéen a la lourde responsabilité de tout un continent sur ses épaules. Et les athlètes et les dirigeants, le sérieux doit être le maître mot durant cette compétition, en oubliant tous les petits détails, afin de bien mériter cet honneur. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.